Bonjour mes chers collègues, mon but dans cette conférence est de vous proposer quelques éléments de pensée pour comprendre comment les dispositifs de travail psychique multisubjectif constituent une des réponses aux formes du mal-être contemporain. Ces dispositifs sont ceux que nous mettons en place lorsque nous travaillons avec des groupes, des couples, des familles ou des équipes de soins. J'essaierai de mettre en évidence les potentialités élaboratives de ces dispositifs face à la violence et à la destructivité inhérentes à ce mal-être. Je vais commencer par décrire ces dispositifs multisubjectifs comme une extension de la psychanalyse, précisément en réponse aux formes contemporaines du mal-être. Le travail psychanalytique en dispositif multisubjectif se produit sous condition de la mise en œuvre de la méthode de la psychanalyse. Pour ce qui me concerne, le groupe a été l'occasion de faire 3 découvertes que je considère comme importantes. Premièrement, le groupe est le lieu d'une réalité psychique inconsciente qui lui est propre et par conséquent, il nous faut qualifier avec précision dans la clinique et non plus par la spéculation cette intuition freudienne qu'il existe une psyché de groupe à une Gruppenpsyche. Deuxièmement, chaque sujet dans le groupe est soumis à une exigence de travail psychique imposée à sa psyché du fait de son nécessaire lien avec le groupal et non seulement du seul fait de son lien avec les nécessités biologiques, comme Freud l'a établi à propos de la pulsion. Dès lors, le sujet de l'inconscient est aussi, conjointement, sujet du groupe. L'ensemble où le « je » peut advenir, selon la formule de Piera Castoriadis-Solanier, c'est d'abord le groupe où le sujet prend naissance. Troisièmement, ces découvertes introduisent un changement de paradigme dans la métapsychologie psychanalytique. Ce changement consiste essentiellement dans la proposition que, dans les ensembles multisubjectifs, il existe plusieurs espaces de réalité psychique, celui de chaque sujet dans le groupe, celui des liens que ces sujets contractent avec d'autres sujets dans le groupe, et celui du groupe en tant qu'il est un ensemble. Chacun de ces espaces est spécifié par des formations et par des processus qui définissent la réalité psychique inconsciente qui s'y produit. Lorsque nous avons affaire à un ensemble intersubjectif, je répète, soit un groupe, une famille, une institution, le travail psychique s'effectue dans l'intrication de ces 3 espaces. Toute la question est de comprendre en quoi consistent ces espaces, comment ils s'articulent et comment ils interfèrent, et enfin comment ils se transforment. Un groupe est morphologiquement composé par la pluralité des individus qu'il compose. Mais il est surtout constitué par d'autres qualités que sont la singularité, la multiplicité et l'hétérogénéité des sujets, de leurs liens et de l'ensemble lui-même. La question est donc complexe. Il ne s'agit pas seulement de comprendre comment ces espaces s'articulent, comment ils interfèrent et comment ils se transforment. Il s'agit en outre de comprendre comment se manifeste la singularité, la multiplicité et l'hétérogénéité en chacun de ces espaces. Comment, donc, s'établit ou non en eux la tension entre le multiple, l'hétérogène et le un, c'est-à-dire le sentiment de l'unité. Nous sommes là au cœur de ce qui spécifie la clinique du travail psychanalytique dans les dispositifs multisubjectifs, mais aussi devant les questions métapsychologiques que soulève l'existence de topiques au pluriel, de dynamiques et d'économie psychique au pluriel dans ces différents espaces interdépendants. Les 3 espaces psychiques que j'ai distingués sont en interférence et en appareillage réciproque les uns avec les autres. Ils ne sont pas superposés et seulement emboîtés. Du fait de ces interférences et de leur porosité, ils sont en transformation permanente. Sauf que, dans certains cas, ils ne sont ni articulés, ils sont
Ils ne sont ni articulés les uns aux autres, ni en interférence transformatrice. Ils sont au contraire étanches ou clivés et souvent inexistants. Ces cas sont précisément ceux que la clinique nous montre comme étant générateurs de troubles et de souffrances qui relèvent d'une approche thérapeutique multisubjective. Je vais essayer de développer brièvement en quoi consiste la découverte du multiple et de l'hétérogène dans les trois espaces psychiques que je viens de distinguer. Le multiple caractérise une qualité spécifique des éléments qui constituent un espace interne, un lien intersubjectif ou un groupe multisubjectif. Le multiple accomplit une fonction centrale dans la capacité de liaison entre les objets internes, entre ceux-ci et les objets externes. Le multiple est donc particulièrement actif dans les processus d'appareillage et de liaison intersubjectif. Par exemple, c'est parce que les identifications du moi sont hétérogènes et multiples qu'elles sont mobilisées dans les liens intersubjectifs et dans la formation d'un groupe. C'est pourquoi nous pouvons, hors de toute dérive psychopathologique de clivage, de fragmentation ou de réification du moi, être différents selon les personnes avec lesquelles nous établissons un lien, sans pour autant compromettre la relative unité de notre moi et le sentiment d'identité qui l'accompagne. Autrement dit, c'est la qualité multiple des groupes internes qui rend possible que chacun noue avec un autre et avec un certain nombre d'autres des alliances inconscientes de même type ou de types différents selon les groupes et selon les personnes. Le concept d'hétérogénéité décrit la variété des écarts entre les éléments d'origine diverse, comme l'étymologie du mot hétérogène le dit, et de nature différente. Ces éléments qui composent un espace intrapsychique, intersubjectif ou groupal. L'hétérogénéité est un assemblage d'éléments divers, mais pour autant, l'hétérogénéité ne fait pas unité, elle est une composante de la multiplicité. Je disais que les identifications multiples du moi sont hétérogènes, car elles ont des sources diverses et qu'elles sont de nature différente. Et tout ceci, nous le portons dans nos groupes internes. En résumé, je dirais que la multiplicité et l'hétérogénéité caractérisent la diversité et la variation des qualités des sujets, de leurs liens et de l'ensemble qui les contient. Parmi les raisons d'introduire ces concepts, il y a tout d'abord qu'ils rendent compte de la condition nécessaire pour que les espaces psychiques soient mis en relation, à raison de leurs différences, mais aussi à raison de leur correspondance dans ces espaces. Dans leur espace intrapsychique, les sujets sont pluriels, assurément, multiples, hétérogènes. Ils le sont en eux-mêmes et ils le sont dans le lien aux autres. Le sujet s'est construit comme multiple et hétérogène selon deux principales déterminations. D'une part, des déterminations intrapsychiques ou endopsychiques, c'est-à-dire selon des formations propres à l'appareil psychique, et d'autre part, selon des déterminations incluses dans les liens intersubjectifs, les groupes d'appartenance et de référence et les institutions. Les groupes internes. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé groupe interne ? Je le rappelle, les groupes internes, certaines des formations et des processus, lorsqu'ils sont liés entre eux dans une structure de groupe. Je nomme quelques-unes de ces formations, les réseaux des identifications multiples, les systèmes de relations d'objets, l'image du corps, les imagos, les complexes, les structures instantielles de la seconde topique, les formations du narcissisme et des idéaux, les fantasmes, et notamment les fantasmes originaires, certains processus du rêve, les systèmes de défense, etc. Ces groupes internes associent plusieurs éléments qui possèdent des fonctions multiples, comme, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans les identifications multiples du moi, comme dans les scénarios fantasmatiques. Les groupes internes et leurs formations multiples
sont donc des caractères propres à la matière psychique, à sa propriété de s'associer, de se dissocier, de se condenser, de se diffracter. Certains de ces groupes internes, d'origine intrapsychique, correspondent à ce que Freud a appelé les groupes psychiques inconscients originaires. Il en a décrit la fonction attractive sur les refoulements secondaires. D'autres groupes internes sont acquis au cours du développement, dans les liens à l'autre, à plus d'un autre. Ces groupes internes se sont constitués dans l'intersubjectivité par incorporation, introjection, identification, mais aussi dans les appartenances sociales et culturelles. Ils sont ainsi d'âges différents. Les uns se sont formés dans le psychisme archaïque, psychotique ou borderline, les autres dans des structures névrotiques. Les groupes internes ont ainsi une double origine, je le rappelle, endopsychique ou intrapsychique et intersubjective. Ils se maintiennent dans l'unité du moi, mais dans les limites où celui-ci doit, selon Freud, servir 3 maîtres. Le ça, le surmoi et la réalité externe. Ou bien alors ils éclatent et se dispersent dans le sujet et hors sujet. Pour résumer, je dirais donc que la psyché est un ensemble d'espaces multiples et hétérogènes, et que dans chacun de ces espaces, nous sommes groupes, plusieurs et multiples. Tout comme l'espace intrapsychique, l'espace des liens intersubjectifs et l'espace du groupe sont des espaces dotés de formations et de processus spécifiques. Ils contiennent tous des processus et des formations multiples et hétérogènes qui définissent leur réalité psychique inconsciente. Il me faut ici surtout rappeler que le groupe contient une pluralité et une multiplicité d'espaces psychiques qui sont eux-mêmes organisés dans le pluriel et le multiple. Dans le dispositif psychanalytique de groupe, nous sommes confrontés à du multiple de multiples, et ceci définit l'hypercomplexité de notre objet théorique et clinique. Donc, examinons ce qu'est cet espace hypercomplexe. Le modèle des 3 espaces psychiques que j'ai décrit tout à l'heure, à propos du groupe, donne une idée de la complexité inhérente au processus et aux espaces psychiques, pluriels, multiples et hétérogènes, mobilisés dans le travail psychanalytique dans les dispositifs de groupe. Dans l'espace institutionnel, nous avons affaire a fortiori à une hypercomplexité, à une hyperhétérogénéité, car nous avons aussi affaire à des dimensions de l'espace qui ne sont ni psychiques, mais qui sont essentiellement administratives, politiques, économiques, hiérarchiques, etc. Et c'est une tâche difficile et nécessaire que de prendre en considération la complexité comme une donnée irréductible de notre pratique. J'en ai fini avec cette présentation très générale et je voudrais maintenant aborder la description, là aussi sommaire, de quelques formes du mal-être contemporain. J'ai formulé quelques hypothèses pour qualifier le mal-être dans la culture de notre temps. Je résume celles que je considère comme principales. Les changements remarquables qui sont survenus en 2 décennies à peine dans les liens intergénérationnels, dans les relations entre les sexes, et notamment dans le statut de la femme, les métamorphoses des structures familiales, les mutations inédites dans le rapport au travail et dans son organisation, dans les liens de sociabilité, dans les structures d'autorité et de pouvoir, la confrontation violente avec cette 3e différence que provoque le brassage des cultures, toutes ces dimensions mettent en cause les processus de structuration des espaces psychiques et les fondements du sentiment de l'identité. Le monde moderne et plus encore le monde hypermoderne, qui est le nôtre, nous confronte à un ensemble de bouleversements aigus qui affectent le socle narcissique de notre être. Les contrats intersubjectifs et intergénérationnels, qui nous assurent de l'investissement par le collectif de notre place dans un ensemble et qui nous oblige à investir celui-ci pour en assurer la conservation, ces contrats intersubjectifs et intergénérationnels sont eux-mêmes ébranlés ou mis en pièces. En conséquence, les croyances et les mythes qui assurent la base
narcissiques de notre affiliation sont aussi ébranlés. Dans le même mouvement, les grands récits qui fournissaient les matrices du sens commun et partageable, face aux énigmes de la vie et de l'univers, ces grands récits ont perdu leur pouvoir de nous transmettre une conception du monde suffisamment cohérente. Pour prendre en considération la complexité du mal-être dans le monde moderne, dans ses rapports avec la souffrance psychique de notre temps, j'ai introduit dans mon analyse un niveau méta. Le niveau méta d'une analyse indique que nous pensons les dispositifs d'arrière-fond qui encadrent les processus ou les formations que nous observons et qui leur sont préexistants. C'est en ce sens que je parle d'organisation métapsychique. L'espace du groupe, par exemple, est en position méta par rapport à l'espace psychique individuel. Le groupe et les ensembles multisubjectifs sont des organisations méta par rapport à l'espace et à la temporalité psychique du sujet singulier et par rapport aux liens intersubjectifs. Ils contiennent des processus et des formations méta par rapport aux processus et aux formations méta des sujets et des liens intersubjectifs, par exemple des métadéfenses, pour reprendre l'analyse d'Eliot Jacks. Une des fonctions centrales des cadres et des métacadres est de structurer la vie sociale et la vie psychique et de garantir les conditions de leur développement. J'introduis donc ici la notion de garant. L'idée centrale est que le mal-être contemporain est le résultat d'une déstabilisation des métacadres sociaux, eux-mêmes garants des métacadres psychiques fondateurs et garants de la vie intrapsychique de chaque sujet singulier. Cette fragilisation des garants méta affecte la souffrance psychique et les fonctionnements des groupes, des équipes, des familles et des institutions. Et c'est à ce niveau qu'apparaissent la complexité de l'approche psychanalytique du mal-être, mais aussi les principes efficaces du traitement de ce mal-être par le moyen des dispositifs multisubjectifs. Reprenons la notion de garant et plus précisément celle de garants métasociaux. Ce concept de garants métasociaux a été introduit en 1965 par Alain Touraine, qui désigne ainsi les grandes structures d'encadrement et de régulation de la vie sociale et culturelle. Les mythes et idéologies, les croyances et religions, l'autorité et la hiérarchie sont des garants métasociaux dont la fonction est de garantir précisément une suffisante stabilité des formations sociales et par là de les doter d'une légitimité incontestable. Lorsque les garants métasociaux, stables jusqu'à la Révolution française, se transforment sous l'effet de l'industrialisation, de l'urbanisation, des conflits sociaux et des mouvements migratoires induits par ces mutations, sous l'effet de la destructivité des guerres mondiales, alors les sociétés sont confrontées à de nouvelles instabilités graves. Les grandes idéologies et les religions du progrès, issues des Lumières, n'encadrent plus les certitudes, les systèmes de représentation, les valeurs et les repères de l'action collective. Dans ces conditions, les lois et les interdits qui règlent les rapports sociaux et interpersonnels deviennent flous, contradictoires, paradoxaux et inopérants. Ils sont disqualifiés. De nouvelles conjonctions historiques redéfinissent alors ce que Freud nommait en 1929 le malaise dans la culture et, corrélativement, le malaise dans la structuration de la vie psychique et ses troubles. La vie psychique est menacée par l'instabilité de ses socles, par les fractures des réceptacles ordinairement silencieux qui encadrent et soutiennent les processus de son développement. Avec la défaillance des garants métasociaux, nous vivons la transformation critique des grandes matrices de symbolisation que sont la culture, la création artistique, les repères de sens, bref, tout ce qui est conquis par les sublimations et par ce que Freud a justement nommé le travail de culture. Ces bouleversements mettent sévèrement en cause l'identité des groupes et des collectivités, mais aussi les processus de la socialisation des individus. Et alors, tout à la fois cause et effet,
la violence antisociale, les conduites de déviance, l'exclusion et la marginalité sont les expressions manifestes de la crise des garants métasociaux. Les sociétés postmodernes et hypermodernes vivent ces défaillances et ces faillites comme génératrices d'incertitudes dans les repères identificatoires d'appartenance et de référence, dans les marques symboliques, dans la fonction et la fiabilité des institutions, dans les systèmes méta-interprétatifs. Ces repères et ces systèmes sont désormais multiples, mais lacunaires, plus ou moins métissés, conflictuels, contradictoires, hétérogènes. Venons-en maintenant à ce que j'appelle les garants métapsychiques. Je disais que les défaillances, les désorganisations et les recompositions des garants métasociaux de la vie sociale affectent au premier plan les garants métapsychiques de la vie psychique. Je nomme ainsi, garants métapsychiques de la vie psychique, les formations et les processus de l'environnement psychique sur lequel s'étaye, prend appui et se structure la psyché de chaque sujet. Ces garants consistent essentiellement dans les alliances inconscientes structurantes qui reposent sur les interdits fondamentaux, sur le renoncement à la réalisation directe des buts pulsionnels destructeurs et sur le contrat narcissique. Ces alliances contiennent les principes organisateurs du psychisme. Ils forment ainsi le cadre et l'arrière-fond de celui-ci. Ils accomplissent une fonction de garant de la vie psychique. Mon propos n'est donc pas d'opposer le social au psychique, ni de les traiter séparément, mais de tenter de les articuler. Le travail psychanalytique de la cure et le travail psychanalytique avec les groupes, les familles et les institutions m'a appris que la vie psychique et le devenir « je » ne peuvent se développer que sur la base de l'exigence de travail psychique qu'impose à la psyché son inscription dans les liens intersubjectifs primaires et dans les liens sociaux. Cette inscription s'effectue à travers, je le répète, les contrats, les pactes et les alliances que je viens d'évoquer. Le défaut, la défaillance ou la désorganisation de ces contrats, de ces pactes et de ces alliances mettent en crise les garants métapsychiques. On repère ainsi les fonctions métapsychiques des garants métasociaux et métapsychiques lorsque ils sont en crise ou en faillite. C'est alors une cause majeure du mal-être. Ces défaillances affectent la capacité d'être et c'est pourquoi je parle de mal-être et non seulement de malaise. J'insiste sur cette question des garants. 3 d'entre eux me semblent particulièrement importants. La loi, qui nous protège contre l'arbitraire en assurant la communauté de droit. La culture, qui nous soutient dans notre capacité de nous représenter le monde et la science, nous prémunit contre la soumission à l'ignorance. La faillite de ces garants, leur défaillance et leur insuffisance engendrent la violence. Ils ne garantissent plus un cadre humanisant, mais au contraire, ils laissent place à la domination et à la servitude volontaire, à l'auto-aliénation. Conjointement à la faillite des garants, 2 phénomènes sont facteurs de mal-être. Dans les sociétés hypermodernes, les liens sont en crise, nous le savons. À la fois les liens des individus avec les diverses composantes de la vie sociale et culturelle et les liens entre les individus. Les sociologues, après Norbert Elias, ont avancé la notion de société des individus pour qualifier l'émergence historique de l'individu dans notre société de masse. Et cette notion signale en même temps l'illusion individualiste, le risque de la réduction de l'individu à un atome social qui se définirait par une fonction univoque et partielle de producteur, de consommateur ou d'agent de service. Ainsi se perdent les qualités de la multiplicité. La réduction, donc, à des processus univoques et à des sujets univoques. La notion complexe de processus sans sujet décrit bien cette situation. Ce processus ne prend en considération que les individus, éléments interchangeables au service d'une entité impensable par eux, et non pas des sujets, car ce qui est précisément en difficulté, c'est le processus de subjectivation.
Des philosophes, des sociologues et des historiens ont décrit ce phénomène général, à savoir que la volonté humaine et le savoir humain ne semblent plus avoir de prise et de contrôle sur les processus auxquels ils sont soumis et qu'ils contribuent à mettre en œuvre. Les processus qui les gouvernent semblent obéir à des causalités inaccessibles à une maîtrise responsable. Ainsi, le concept de processus sans sujet apparaît dans certaines thèses contemporaines selon lesquelles les processus qui organisent l'histoire et la société ne sont plus finalisés et qu'il est vain de leur chercher un sens. Toute construction commune liée à une volonté intentionnelle serait seulement une illusion. Or, les institutions sont des espaces où l'on peut remarquablement observer que les processus sans sujet ne dépendent de l'action de personne, mais qu'ils sont le résultat des actions de tous. En ce sens, ils sont anonymes, inclus, cachés, agis dans le groupe ou dans le système asubjectif du collectif. Ils s'emparent et infiltrent tout l'espace psychique, ils abolissent, aliènent et isolent le sujet, ils l'opposent à la communauté en le soumettant à son ordre ou en suscitant en retour l'idéologie individualiste de protestation, c'est-à-dire ce qui constitue la société des individus. Et c'est ce qui se met en place avec la modernité et qui se généralise avec l'hypermodernité. La volonté des pouvoirs politiques et économiques de construire et de contrôler à leur profit de tels processus en est le résultat. Les groupes et les institutions dérivent vers des processus sans sujet et c'est là une dominante du mal-être de la culture de notre temps. C'est là aussi une source de la violence et de la destructivité contemporaine. Avec l'effondrement des garants méta et l'avènement des processus sans sujet, ce que j'appelle l'absence de répondant est une autre manifestation majeure du mal-être ordinaire. Elle contribue à l'effacement progressif du sujet. Le répondant, c'est d'abord un sujet ou un ensemble de sujets qui reçoit, qui accueille, qui soutient nos questions sur ce que nous sommes et nous devenons. Ils répondent à nos questions. Plus banalement, donc, ils répondent aux questions cruciales de notre vie quotidienne. La disparition du répondant humain aux questions et aux demandes que nous formulons sont des conséquences de la culture du contrôle et des idéologies de la technique. La technique expulse la conflictualité inhérente aux liens intersubjectifs et aux rapports sociaux. Elle nous laisse désemparés et seuls, aussi bien devant les grands traumatismes qui ont troué l'histoire humaine que face aux incertitudes et aux complications de la vie quotidienne. Le remplacement des liens sociaux et intersubjectifs par des appareils bureaucratiques, par des machines et des automates, s'est imposé avec la pensée totalitaire et avec le néolibéralisme économique. Ainsi, processus sans sujet et société des individus ont partie liés dans des configurations contradictoires qui ne sont pas sans conséquence sur la structuration de la vie psychique et particulièrement sur l'activité de symbolisation et de subjectivation. Sans conséquence non plus sur les pensées qui travaillent à la mise au jour du sens dans la complexité. Cette activité symbolisatrice est essentielle. Elle seule permet d'élaborer la dispersion, l'hétérogénéité et l'écart entre l'expérience du monde interne et celle du monde environnement, la tension entre les processus sans sujet, l'intersubjectivité et la subjectivation. Toutes ces dimensions conjuguées de la culture hypermoderne ont détruit la confiance en soi, dans les autres, dans la communauté, et au contraire la peur, l'insécurité, l'angoisse muette et la violence se sont installées. Nous vivons dans l'impensable et l'impensé de ces expériences. Elles sont enfouies par le déni, isolées par le clivage, recouvertes par des danses maniaques au bord des volcans et des centrales nucléaires. Ces restes à penser, ce sont les précarités et les détresses créées par les exils, les mouvements migratoires, l'exclusion, le chômage, les déracinements. C'est l'incertitude sur le présent, la défiance vis-à-vis des transmissions qui n'engendrent pas d'avenir, ou au contraire l'exaltation bornée des fondamentalismes, l'extrême et fragile dépendance aux objets techniques, aux urgences, aux liens éphémères.
Face à la violence et à la destructivité, quelles sont les potentialités élaboratives des dispositifs psychanalytiques de groupe? La violence destructrice se nourrit de deux sources. Pour une part, elle est sous l'effet de la pulsion de mort, qui anéantit, désagrège, ramène à l'inerte. Et pour une autre part, elle est l'effet d'un défaut de symbolisation de la violence structurante et du retour de ses restes non transformés. Ces deux sources sont repérables dans les réalisations destructrices que les individus peuvent accomplir dans les groupes et les institutions, sous l'effet de leurs propres mouvements, et des facilitations que le groupe peut leur offrir dans celles qui leur sont propres au groupe en tant que tel. Tout au long de mon exposé, j'ai mis l'accent sur le rôle structurant des alliances, des pactes et des contrats qui simultanément établissent le lien intersubjectif et participent à la formation de la psyché. Parmi ces alliances de base, une place prévalente revient à ce que Pierre Aulagny a nommé le contrat narcissique, mais aussi à ce que Freud a désigné comme le pacte entre les frères et à l'alliance avec le père, au contrat de renoncement à la réalisation directe des buts pulsionnels destructeurs. La fonction structurante de ces alliances leur confère une valeur de garant métapsychique, c'est ce que j'ai essayé d'établir. Cependant, la régression de ces formes contractuelles aussi, du lien au profit des rapports de force, d'emprise et d'assignation, ou au contraire, la régression de ces formes contractuelles vers des formes chaotiques, contradictoires et insignifiantes, joue un rôle décisif dans la genèse de la violence destructrice. Les groupes et les institutions détiennent le pouvoir de définir les normes de la civilisation, de l'ordre et des valeurs, ou au contraire, ils sont incapables de proposer et de soutenir de telles alliances de base. Cette régression et cette imposition par excès ou par défaut de la violence sociale et psychique conduisent ceux qui les subissent aux actes destructeurs qu'engendre l'extrême dépendance, la détérioration des formations symboliques et l'anomie. Je voudrais encore insister sur ces défaillances, mais aussi sur les effets dévastateurs de la violence innommée, et d'abord non reconnue comme telle, qui dès lors ne peut que produire que de la destruction sans limite ni origine reconnaissable, et donc sans sujet. La carence de la pensée sur cette forme de la violence fait que nous ne distinguons plus alors la violence inhérente au désir et à l'autorité, violence nécessaire à la structuration de la vie psychique, et la violence destructrice qui naît des détériorations des cadres et des contrats de base que je viens d'évoquer et qui demeurent impensés. Cette violence de mort se nourrit de la non-reconnaissance de l'exclusion, de l'anomie, des attaques contre la symbolisation. La radicale insuffisance des institutions à penser leur propre violence produit de la violence. Ainsi, par effet de circularité, les défaillances des alliances fondatrices, la détérioration des formations intermédiaires et l'effondrement des processus de symbolisation de la violence s'entretiennent réciproquement et accentuent les maladies et le mal-être de la postmodernité si nous ne parvenons pas à les comprendre et à les soigner. Quel est donc l'intérêt du groupe pour contenir et élaborer la violence et la destructivité? Je terminerai sur ces propositions. Le dispositif de travail psychanalytique multisubjectif groupal comporte plusieurs facteurs qui concourent à contenir et à élaborer la violence et la destructivité, et j'en distingue plusieurs. Je distingue plusieurs de ces facteurs. Premièrement, le facteur qui tient à la spécificité morphologique. La pluralité des sujets, la multiplicité, l'hétérogénéité des espaces et des temps psychiques. Ces caractéristiques, je le rappelle, sont des conditions de la construction des liens en présence, ici et maintenant. Elles se qualifient par le jeu du multiple et de l'hétérogène, souvent réduit à une seule dimension lorsque la violence prédomine. Deuxième facteur qui tient aux caractéristiques du dispositif. L'énoncé des règles, l'établissement et le maintien d'un cadre en sont les principaux facteurs. Les règles et le cadre constituent une première enveloppe qui distingue le dedans et le dehors. Ils énoncent ce qui soutient le processus de travail. Ils forment un premier contenant et un premier par excitation.
Tous ces éléments réunis sont la condition de l'émergence des processus de symbolisation. Troisième facteur. Il tient aux conditions de la construction de 3 espaces de la réalité psychique, comme je l'ai dit. En effet, le processus d'appareillage entre les groupes internes, les liens intersubjectifs et l'ensemble multisubjectif, la mise en œuvre de leur multiplicité et de leur hétérogénéité est un phénomène important pour contenir et travailler le rapport à la destructivité. Quatrième facteur, celui-là tient au processus de fonctionnement du groupe, des ensembles multisubjectifs. Se met en place dans ces groupes un champ de transferts multiples et de résistances multiples, diverses sortes d'alliances inconscientes, des processus associatifs interdiscursifs, c'est-à-dire qui fabriquent dans leur intrication et leur interférence des associations à la fois pour chaque sujet et à la fois au niveau du groupe. Enfin, des fonctions phoriques, multiples, variables, hétérogènes. Tous ces processus constituent des points de nouage entre les 3 espaces. Ils rendent ainsi disponibles au sujet des signifiants, des représentations et des affects auxquels manquaient, jusqu'à présent, les mots pour les dire. 5e facteur, il tient à l'expérience des angoisses archaïques, aux sentiments de morcellement, à l'emprise des processus sans sujet, à l'effondrement des garants métapsychiques et à l'absence de répondants. Cette expérience, nous la faisons dans les groupes. Mais dans les groupes, elles sont alors reconnues, contenues et interprétées, ce qui implique le travail psychique de tous les participants de la situation multisubjective. Et a fortiori, et comme condition nécessaire, celui du ou des analystes dans le groupe. Pour être remplie, cette dernière condition implique que nous réfléchissions à ce qui est mobilisé dans l'écoute de l'analyste et en amont dans sa formation. Ce sera un autre sujet et il y a plusieurs portes d'entrée et plusieurs réponses à cette question. J'en signale 2. D'autres seront exposées plus tard. Parmi les capacités que l'analyste développe dans le travail avec les groupes, Bion a mis l'accent sur ce qu'il appelle « negative capability » de l'analyste, sur cette capacité de l'analyste de tolérer son ignorance, de ne pas vouloir tout comprendre tout de suite, au contraire de se laisser imprégner par la situation clinique et de se laisser toucher dans ses émotions, finalement de prendre le temps pour comprendre, de telle sorte que les élaborations, les interprétations n'aient pas valeur de forcing théorisant et défensif, qu'elles deviennent multiples, hétérogènes et singulières. La situation multisubjective est un véritable défi à cette capacité. Et pour ma part, et en me limitant à la problématique exposée dans cette conférence, je mettrai l'accent sur une autre capacité, celle précisément d'être à l'écoute du multiple et de l'hétérogène, en soi-même, dans la mobilisation du multiple et de l'hétérogène inhérent au groupe interne, mais aussi dans l'écoute de plus d'un autre et de leurs liens multiples et hétérogènes. C'est en cela que les dispositifs multisubjectifs de travail psychanalytique comportent des potentialités élaboratives de la violence et de la destructivité, et notamment de la violence et de la destructivité qui se manifestent au croisement des espaces psychiques et culturels, en cela qu'ils rendent possible l'expérience de leur appropriation subjectivante. Je vous remercie.